tout fait politique est un fait social. Et c'est pour cela que je vais essayer d'aborder cette communication dans une perspective plutôt politique. Je rectifie un peu je n'ai pas donné assez de précision sur la liste, sur la fiche d'information. Je suis plutôt politiste, pas juriste. Diplômée de l'université d'Ibadan du Nigeria en sciences politiques, relations internationales donc à l'Institut d'études politiques de France. J'ai fait ma thèse plutôt sur des questions électorales. Donc mon intervention sera surtout portée sur des questions non seulement politiques mais très factuelles. Alors, comme disent certains chercheurs, les sciences sociales sont des sciences qui sont fondamentalement historiques. Pour étudier un fait social, c'est important parfois de remonter dans le temps pour voir comment il s'est présenté. Dans cette communication, je vais essayer de remonter dans le temps pour voir comment est-ce que le dialogue s'est présenté dans le contexte, concrètement dans le contexte politique nigérien, pour voir toutes les pratiques qui sont constitutifs du problème de dialogue que l'on rencontre aujourd'hui au Niger, en vue de trouver un peu le moyen d'esquisser les voies qui permettraient d'y remédier. Je commencerai par des statistiques. Entre 1992, le début des revendications démocratiques, et 2016 et 2010, il y avait eu au Niger 5 républiques, 3 coups d'État, et des coups d'État qui sont intervenus, qui ont été annoncés comme des solutions militaires à des crises politiques qui n'arrivaient pas à trouver des solutions. De 1992 jusqu'en 2016, il n'y a eu que 2 présidents qui sont arrivés au terme de leur mandat. Et jusqu'à présent, après 28 ans de pratique démocratique, il n'y a pas eu de cas de transmission, de transfert d'un pouvoir politique d'un civil à un autre. Tous les transferts se sont effectués dans le cadre d'une transition dirigée par des militaires. Entre 1992 et 2016, il y avait eu au total 28 scrutins qui ont été organisés au Niger. Et sur ces 28 scrutins, on dénombre 19 qui n'ont pas fait l'objet d'un boycott d'une partie de la classe politique et dont les résultats ont été acceptés par toutes les forces politiques qui ont pris part à la compétition. 28 scrutins, 19 qui n'ont souffert d'aucune contestation. Et sur ces 19 scrutins, l'analyse des 17, l'analyse empirique des 17 de ces scrutins révèle que seulement 3 de ces scrutins ont pu bénéficier de l'adhésion de plus de la majorité du corps électoral. C'est dire que l'abstention est très prenante dans l'espace politique nigérien et elle engage parfois plus d'un tiers dans certaines localités du corps électoral. Les populations n'ont pas été suffisamment convaincues au point de participer massivement au processus politique et électoral. Jusqu'à présent, en dépit de tout ce qu'on a eu comme avancée économique, le Niger enregistre toujours la dernière place au sein du classement de l'indice humain. C'est-à-dire que le bilan du processus de démocratisation, non seulement il est mitigé, caractérisé par une instabilité, mais ces chiffres sont révélateurs d'un fait qui est un déficit de dialogue, un déficit d'échange, une rigidité de l'échange politique qui est caractéristique du mode de fonctionnement du système politique nigérien. Alors, absence de dialogue entre la classe politique d'une part et puis entre la classe politique et la population. Comment y remédier? Donc on va essayer de remonter dans le temps pour voir comment est-ce que certaines situations se sont présentées dans le contexte nigérien. On va voir la colonisation par exemple, la greffe de l'État occidental. Au moment de l'introduction de l'État occidental,
Je reviens sur cette définition de l'État, qui est une communauté humaine qui, dans un territoire bien déterminé, revendique pour son propre compte le monopole de ce que Max Weber avait appelé le monopole de la violence légitime. Quelques éléments fondamentaux: la population, un territoire, un gouvernement, une souveraineté. Dans le contexte colonial, il y a un élément qui est très important mais qui était absent du dispositif, c'était la population. Pourquoi? C'est à cause d'une certaine manière de l'arbitraire, du caractère discriminatoire de l'entreprise coloniale. Au fait, en dépit des discours qu'on a entendus sur la philanthropie de l'entreprise coloniale, l'enjeu fondamental, ce n'était pas le développement d'une population, mais plutôt l'exploitation du territoire et de ses ressources. Dans le processus, l'idée même d'écouter la population, donc, elle était plutôt secondaire. Il n'y avait pas de dialogue. Les rapports étaient verticaux. Il n'y avait pas de dialogue, il y avait plutôt un monologue. Le pouvoir colonial décidait et la population se devait d'appliquer ce qu'il aura décidé. Donc, la notion même de dialogue, d'acceptation des points de vue exprimés par la population ne se posait même pas. On progresse un peu avec le régime du parti unique, où il y avait un semblant d'ouverture, mais dans le cadre du parti unique. C'est dire que l'échange s'effectuait dans le parti unique. Peut-être qu'il y avait des remontées des informations de la base au sommet, mais strictement dans le cadre du parti unique, parce qu'on a vu que ceux qui osaient s'exprimer contre la volonté ou bien les principes du parti unique n'ont pas été épargnés par la sévérité de la loi de l'époque. Le régime militaire, d'une certaine manière, a instauré cette perspective de monologue dans les pratiques politiques au Niger, dans la mesure où aujourd'hui on dit assez souvent que c'était un régime qui était marqué par l'intégrité à cause de tout ce qu'on voyait, mais c'est aussi un régime qui a été marqué par un défi lié à la liberté d'expression. C'était un régime qui était quand même à sa façon autoritaire. Il fixait des orientations que la population se devait aussi de suivre. Il n'y avait pas d'échange, il y avait un monologue. Le pouvoir décidait et la population se devait d'être exécutante. Donc après cette période coloniale, la période postcoloniale, la Première République, le régime militaire, on passe à la période démocratique du début des années 1990. Le discours politique avait pas l'air tellement coercitif. Il y avait un semblant de persuasion. On faisait semblant au moins d'écouter la population pendant les campagnes électorales. Il y avait ce semblant d'échange. Mais en même temps, la question que l'on se pose, c'est quel type d'échange? Quel type d'échange? Autant les régimes antérieurs ne cherchaient pas à se faire aimer, mais plutôt à se faire respecter. Donc ils n'avaient pas de promesses à faire à qui que ce soit. On définissait une orientation, on la déclinait et tout le monde devait suivre. Avec la revendication démocratique, le besoin donc de la mobilisation électorale a amené les partis politiques à formuler des programmes, à faire des promesses, mais dans un contexte assez particulier. On le sait qu'au début des années 1990, nos États étaient soumis au programme d'ajustement structurel. C'est dire qu'au moment où les partis politiques s'attelaient à rédiger des programmes basés sur des promesses dans des domaines sociaux, ils savaient qu'ils étaient limités par des programmes d'ajustement structurel qui prônaient le désengagement de l'État dans ces secteurs-là. Les institutions financières qui finançaient un moment le fonctionnement de l'État ne permettaient pas la réalisation des promesses qui étaient énoncées dans le cadre de campagne électorale. Ça a créé quelque chose de très fondamental, une crise de confiance. Déjà un discours qui est dénué de toute substance. Et après, une crise de confiance. Une crise de confiance entre la classe politique et la population qui, au bout d'un certain moment, a pu constater, parce que le vit,
un manque de changement dans les réalités socio-économiques des populations. Donc une crise de confiance, une crise de représentativité des populations qui ne se sentent plus représentées par une classe politique qui n'arrive pas à faire bouger les choses pour faire évoluer leurs conditions de vie. Voilà un peu le contexte dans lequel se trouvait, si vous voulez, l'échange politique au Niger, sa radicalité, son absence par moment. Tout à l'heure, le père Mauro avait parlé de Babylone. Dans le contexte démocratique actuel, c'est possible, avec tout le respect que l'on doit à tous les acteurs respectables de la scène politique nigérienne, on est en droit de parler d'une certaine cacophonie, où tout le monde parle, mais en même temps, on ne se comprend pas, et pire encore, on ne sait pas où on va. Quelle solution? Comment permettre à ce qu'il y ait l'installation, l'émergence d'un dialogue, aussi bien entre la classe politique elle-même et la classe politique et la population. Peut-être que je commencerai par les jalons du dialogue entre la classe politique et la population. On sait, je l'avais souligné, qu'au moment de l'introduction de l'État, la population avait été mise à l'écart du processus politique. Pour asseoir un bon dialogue politique, il est intéressant, il est important. Excusez-moi. Il est important de replacer les populations au cœur de tous les dispositifs, au cœur des ambitions aussi bien étatiques que partisanes et individuelles. Il est temps de faire en sorte que la notion d'agir pour les populations puisse se conjuguer avec la conception d'une action avec la population. Agir avec la population, c'est aller vers ces populations, comprendre leur mode de fonctionnement, comprendre leurs attentes, bien les quantifier pour pouvoir mieux répondre à leurs besoins dans le but de pouvoir beaucoup plus les amener à s'intéresser à la gestion donc des affaires publiques. Agir avec une population épanouie, c'est vraiment donner au dialogue la chance d'être l'instrument du développement. Plus on connaît une population, plus on lui donne la possibilité de s'exprimer, d'exprimer ses besoins, plus on a la possibilité de saisir ses besoins et puis d'apporter des réponses incisives, appropriées à leurs attentes. Donc, remettre la population au centre du débat politique, repolitiser les enjeux sociaux. Il est temps que la compétition électorale et que toutes les politiques, le débat politique, les stratégies politiques se fondent, comme l'a dit donc l'éminent intervenant. Je ne veux pas trop insister là-dessus. Il faut qu'elle se pose sur des vraies questions qui se rapportent aux préoccupations de la population. Il faudrait aussi que les partis politiques songent à assumer leur rôle du point de vue de l'éducation de la population. Je m'en vais lire quelques textes quand même. Il faudrait qu'il y ait une claire délimitation de l'espace politique. Si les textes l'ont prévu, des textes qui ont été, je le souligne, élaborés de façon consensuelle dans ce pays, si les textes ont souligné la nécessité, c'est qu'il y a une importance de les appliquer. La classe politique doit avoir la présence d'esprit, d'avoir des propositions, des options alternatives très clairement définies dans un espace politique clairement délimité. Si nous prenons la charte de l'opposition, par exemple, dans son article 11, par exemple, l'opposition a le droit de suivre l'action gouvernementale, de la critiquer de façon objective et constructive dans le sens du renforcement de l'idéal démocratique et du progrès économique, social et culturel. L'opposition politique peut être consultée par le gouvernement sur les questions importantes envisageant la vie de la nation.
sur la nécessité d'avoir un espace politique clairement défini. Nous avons l'article 9 de la Constitution, de la charte, du statut de l'opposition plutôt, excusez-moi, qui stipule que tout parti politique appartenant à l'opposition peut accepter de partager la responsabilité du gouvernement. Dans ce cas, il renonce à sa qualité de parti de l'opposition et fait une déclaration publique. Une copie de la dite déclaration est transmise sans les délais au ministère chargé de l'Intérieur. C'est important d'avoir un espace politique clairement délimité avec une opposition et des partis politiques qui puissent donc se positionner de façon claire. Bien souvent dans notre pays, quand il y a une menace, on dit, bon, écoutez, tout le monde va se mettre ensemble. Mais en même temps, on voit qu'en Europe, quand il y a une menace, les partis politiques ne décrètent pas la constitution d'un gouvernement d'union nationale pour aller de l'avant. On active tout simplement la conscience patriotique des uns et des autres pour pouvoir donc avancer, réaliser des objectifs, sécuriser des objectifs communs. Donc il est important d'avoir un espace politique clairement délimité avec des propositions qui sont concentrées, axées sur les préoccupations essentielles donc des populations. Maintenant, les jalons du dialogue entre la classe politique elle-même. Avant d'attendre cela, permettez-moi de rajouter un fait qui est assez important aussi et qui est assez révélateur de la rigidité de la culture de confrontation qui caractérise donc le système politique et électoral nigérien. C'est que depuis 1992, on n'a pas vraiment assisté à une élection d'adhésion. On a tendance, dans notre pays, comme dans beaucoup de pays africains, de voter plutôt contre. On vote contre. On est prêt à faire des ralliements contre un régime, contre une personne. En 1993, la présidentielle, c'était surtout le MNSD et les autres. Sous la 4e République, il y avait le général Barré et les autres. Avec un peu de répit pendant la 5e République, la refondation, on est reparti encore sur les zizanies, les discordes politico-électorales. Donc il est temps un peu que la classe politique s'accorde sur la nécessité d'établir des bons projets de société qui ne se fondent pas sur la différence et sur l'opposition par rapport à l'autre, mais sur les projets concrets, sur l'ambition qu'elle a pour ce pays, pour son avenir. Le dialogue, les jalons du dialogue entre la classe politique elle-même. La question que l'on se pose de prime abord, c'est de savoir mais quelles sont les motivations de ces dialogues. Est-ce que la classe politique s'engage à entreprendre un dialogue parce qu'elle a senti la nécessité de se retrouver autour de l'essentiel, parce qu'elle a senti la nécessité de mettre un terme donc à cette culture qui est devenue presque permanente de confrontation, ou bien parce qu'elle est plutôt sommée de le faire? Quelles sont les véritables motivations du dialogue politique? Et cette question va nous permettre de faire la différence entre un dialogue conjoncturel, un dialogue concret juste pour débloquer une situation, pour résoudre un problème précis, c'est conjoncturel, et puis un dialogue qui se veut permanent, qui véhicule une culture de dialogue, de tolérance, n'est-ce pas? Une culture de compromis basée sur la recherche du bien commun. C'est important de poser la question aussi, parce que tant qu'on se motive pour des enjeux extérieurs, on sait que, comme l'a dit mon éminent prédécesseur, on sait que la solution ne serait que de courte durée. Les populations vont se rendre compte du caractère, entre guillemets, bancal de l'entreprise et puis de son inefficience, et on va revenir sur la case du départ. Qu'est-ce qu'on veut dans le dialogue? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Où est-ce qu'on veut aller? Quelles sont nos motivations? C'est très important. La classe politique doit aussi, les partis politiques doivent aussi trouver les moyens d'assumer aussi leur rôle dans le cadre des échanges qu'ils ont. Aussi à travers donc, la mise en application des textes. Là aussi, je le répète, au risque vraiment de me répéter, c'est que si les constituants ont jugé utile de donner certains rôles aux partis politiques, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont capables d'instaurer une culture de paix et de stabilité politique.
Alors, je m'en vais lire les statuts du parti politique, quelques articles. L'article 40, par exemple. La fonction électorale s'exerce dans le cadre de la loi et dans le strict respect des dispositions du Code électoral et des droits et libertés reconnus aux autres acteurs. Les partis politiques ont l'obligation de conduire la campagne électorale dans le respect mutuel. Dans le respect mutuel. Les partis politiques, ils ont l'obligation de promouvoir le respect mutuel. On ne peut pas engager un dialogue tant qu'il n'y a pas de respect. On ne peut pas engager un dialogue tant qu'il n'y a pas de confiance. On ne peut pas engager un dialogue au nom d'une population qu'on met à l'écart. Les partis politiques, donc, ont le devoir de promouvoir aussi la paix dans leurs échanges. L'article 42 les encourage et les incite à le faire. Les partis politiques, article 42 des statuts des partis politiques, et je rappelle que ce sont des statuts qui sont en vigueur et qui ont été votés dans un cadre collégial, et cet article souligne les partis politiques assurent une fonction éducative de l'électorat, en plaidant pour un programme, en définissant les enjeux électoraux et en sensibilisant les populations sur des questions d'intérêt public et national, de citoyenneté et de développement. Ils ont droit à ce titre à un égal accès aux médias d'État. Les partis politiques ont donc le devoir de bannir l'animosité dans les échanges, de promouvoir les éléments qui sont susceptibles de renforcer la cohésion sociale et d'édifier la nation. L'article 43 le précise. Lors des campagnes électorales, les partis politiques doivent éviter de provoquer des troubles et violences. Les auteurs des troubles ou violences sont poursuivis et sanctionnés conformément à la loi. Il y a donc des dispositifs. On a coutume d'entendre des partis politiques, peu importe les bords, parler des entorses au texte du pouvoir politique. Il est aussi important de rappeler aux partis politiques leur devoir de promouvoir la cohésion sociale, mais aussi d'éduquer la population à aller dans le sens de la promotion de la cohésion sociale. C'est très important. Alors, toujours, le rôle des partis politiques, c'est aussi, une fois arrivé au pouvoir, de créer un cadre qui permettrait à l'État d'agir en profondeur en vue de promouvoir une culture de dialogue au sein de la population. Le rôle de l'État dans la promotion du dialogue, c'est permettre aux familles que nous avons de continuer leur œuvre de promotion du respect, de l'honneur, de la dignité, dès le bas âge de l'enfant. Il y a des termes assez courts, mais qui peuvent avoir une très lourde signification et qui prédisposent à l'acceptation de l'autre dans la différence, comme l'a dit mon éminent prédécesseur, à favoriser et à encourager le vivre ensemble. Des expressions comme merci, par exemple. C'est banal. Mais un enfant qui apprend dans le cadre familial à dire merci à ses frères, à dire merci à ses parents, à dire merci à ses camarades de l'école, c'est un enfant qu'on prédispose à la reconnaissance, ne serait-ce que du peu d'effort de l'autre. Le moindre effort, il va le valoriser, il va le reconnaître, mais essayer de le valoriser. C'est très important. Des expressions comme pardon. Un enfant qui apprend à dire pardon, c'est un enfant qui est capable de se remettre en cause. Une bonne partie de la crise des politiques que nous traversons dans ces pays et dans les pays africains d'une manière générale, c'est vraiment la certitude que les gens ont de ne pas se tromper. Au fait, celui qui se trompe, c'est l'autre. Un enfant qui grandit dans une ambiance qui l'amène volontairement à reconnaître ses torts et à aller vers l'autre pour lui dire « écoute, je me suis trompé », c'est un enfant qu'on éduque à valoriser la dignité humaine de l'autre
et à faire grandir le respect que l'on doit à sa propre personne. Parce que comme l'a si bien dit mon éminent prédécesseur, il y a des entorses qui ne font pas honneur à ceux qui les commettent. La reconnaissance, la remise en cause de soi. Il est temps peut-être de revoir certains schémas, apprendre aux enfants dans le cadre familial qu'au fait, aller vers l'autre, reconnaître son erreur, ce n'est pas du tout un acte de faiblesse, mais c'est plutôt un signe de grandeur et de noblesse. Nos sociétés ont besoin de réaffirmer ce fait dans la socialisation. L'État, il est temps aussi que les partis politiques, tous ensemble, les uns dans leur rôle d'exécution et les autres dans leur rôle de contrôle, puissent s'encourager mutuellement à ce que l'État puisse apporter à ces populations une éducation de qualité. On sait que l'ignorance, c'est le terreau de toutes les intolérances. Plus on est cultivé, plus on est plutôt prédisposé à être plutôt compréhensif, tolérant envers les autres. On a au moins une large d'esprit, une ouverture d'esprit qui peut permettre donc de mieux comprendre au moins la différence de l'autre. Une éducation de qualité pour préparer donc les élèves et les élites à pouvoir diffuser la culture donc du dialogue. De faire de manière à ce que les générations à venir puissent trouver des jalons posés par des hommes et des femmes qui ont été des artisans de paix dans leur génération, des bâtisseurs des ponts. J'ai coutume de le dire parfois à mes étudiants que lorsqu'on se retrouve dans une communauté humaine, il faudrait qu'on s'habitue à voir dans l'autre une fenêtre dans laquelle on pourrait voir l'environnement dans lequel il a évolué pour mieux le comprendre. Une ouverture de l'autre, savoir lire l'autre, aller vers l'autre, voir dans l'autre, n'est-ce pas, toutes les caractéristiques donc, de ce qui est différent à nous. Au fait, l'ami, mon ami, c'est aussi un membre d'une communauté beaucoup plus large que lui. En m'investissant à le connaître davantage, je pourrais connaître son environnement, sa culture et me familiariser avec et minimiser tous les risques de confrontation liés à la différence. Donc c'est important aussi le mécanisme social. La question que l'on peut se poser, c'est que est-ce qu'on peut promouvoir un échange inclusif dans une société qui laisse parfois volontairement ou involontairement ces composantes essentielles en marche du processus. On peut parler des stéréotypes vis-à-vis du rôle public de la femme, mais aussi et surtout peut-être du rôle de la jeunesse. C'est important. On parle assez souvent de la marginalisation de la jeunesse par le politique, mais on oublie le fait qu'au fait, quelque part, cela trouve sa source dans nos cultures. Nous vivons dans une culture qui a ses avantages, de forts avantages qui nous importe de consolider, mais il y a aussi des choses qu'il faudrait peut-être revoir. Le manque de confiance aux jeunes. Le jeune qui est appelé plutôt à être dans l'ombre de son aîné, peu importe les qualités de l'aîné, peu importe ses potentialités, tant qu'on est cadet, on doit être derrière. Est-ce que c'est une posture, est-ce que c'est une attitude qui est avantageuse pour nos sociétés? Il est temps de la questionner. Donc, avoir de nouveaux regards, y compris sur notre culture, sa manière de favoriser ou de défavoriser le dialogue inclusif. La responsabilité intellectuelle. Comment est-ce que nous décrivons notre manque de dialogue? Comment est-ce que nous décrivons nous-mêmes nos rapports à la différence de nos sociétés? C'est important de poser cette question parce que beaucoup de choses ont été dites sur l'Afrique sur la base de simples préjugés. C'est important, il n'est jamais trop tard, de poser et de reposer cette question.
qu'est-ce qu'il est utile, qu'est-ce qu'il est essentiel, qu'est-ce qui est réel dans ce qui est dit de nous, dans notre rapport à la différence. Prenez un exemple tout simple. En 2012, lorsque l'homme de droite, qui a été au pouvoir qui a eu 2 mandats sous le compte de la droite, un des piliers du gaullisme français, Jacques Chirac, avait décidé de voter lors des élections présidentielles quelqu'un qui n'est pas de sa famille politique, quelqu'un de gauche, n'est-ce pas, mais qui est issu de la même région que lui. Cela n'a pas fait de bruit. Si cela était arrivé dans le contexte africain, on aurait tout de suite eu une interprétation ethno-régionaliste. On n'aura pas vu la distance qu'un homme politique aura pris par rapport à un membre de sa famille politique parce qu'il ne le trouvait pas assez bon candidat pour la France qu'il aimait. Il faut revoir peut-être les préjugés que nous avons nous-mêmes par rapport à nos populations, mais les préjugés que les autres ont aussi sur nos populations, encourager une démarche vraiment empirique, une connaissance profonde de nos populations. Ce n'est jamais assez de le répéter. Plus nous connaissons profondément nos populations, plus nous connaissons profondément nos environnements dans leur réalité telles qu'elles sont, nous serons à même de mieux apporter les solutions qui sont adéquates à leurs solutions. Pour tenter de finir un peu, je veux plutôt partager avec vous et avoir la possibilité éventuellement de discuter de sa faisabilité, de son efficacité dans le contexte nigérien aussi. Tout à l'heure, mon éminent prédécesseur a parlé donc des philosophes. J'aimerais plutôt parler ici d'une philosophe qui est politique et qui inspire une bonne partie des courants de gauche de l'Europe en ce moment, Chantal Mouffe. Elle travaille plutôt, non pas sur la démocratie antique, mais elle fait des analyses sur les démocraties contemporaines, dans leurs forces et dans leurs faiblesses. Alors, une des thèses qu'elle soutient, c'est que, au fait, le conflit, il est consubstantiel à l'espace politique. Et cela parce que, au fait, c'est un attachement, une appartenance identitaire. Et une identité se définit par la différence. Mon éminent prédécesseur l'a montré tout à l'heure. Il avait souligné, c'est la différence de l'autre qui constitue mon identité. Et dans le processus de formation des identités collectives, on est arrivé volontairement ou involontairement à créer une distinction entre un nous et un eux, n'est-ce pas? Mais cette distinction n'est pas forcément antagonistique. Elle n'est pas forcément antagonistique, mais elle porte des germes d'une confrontation agonistique. Et c'est pour ça qu'elle propose un concept agonisme, par opposition à l'agonisme, une approche par opposition à l'approche agonistique. Dans l'approche antagonistique, vous avez une confrontation eux-nous qui se traduit parfois sous la forme ami-ennemi. On n'est pas d'accord, on est un ennemi. Alors, qu'est-ce que dit donc Mouffe? C'est que ces distinctions sont inévitables dans une société. Vouloir d'ailleurs les étouffer, c'est vouloir étouffer le caractère pluraliste de la démocratie, c'est vouloir les réorienter vers d'autres sources d'identification basées sur l'ethnie, sur la religion. Il est important de donner donc aux options politiques la possibilité de s'exprimer, y compris dans leurs différences. Mais le plus important, la vocation de la politique démocratique n'est pas de dépasser les antagonismes, n'est pas d'étouffer les antagonismes utiles, mais de créer un cadre pour que, quelle que soit la forme dans laquelle se décline la relation, eux, nous, qu'elle puisse s'exprimer dans un cadre compatible au pluralisme, compatible à la promotion de la démocratie.
C'est aussi important de dire que tous les conflits ne sont pas, comme l'a dit mon éminent prédécesseur, ils ne sont pas destructeurs. Il faut qu'on puisse avoir une autre conception des controverses qui ne sont pas forcément des moments de déstabilisation. Ils peuvent être des moments fondateurs, mais il faut savoir le contenu que l'on donne à ces discussions et les objectifs qu'on leur assigne. Une controverse peut nous permettre à mieux connaître l'enjeu, l'objet de la controverse, mais aussi à nous comprendre mutuellement et à nous comprendre individuellement. Une controverse peut donner l'opportunité de créer un consensus autour de quelque chose de durable et de permanent, parce qu'il a été mûrement réfléchi et sur la base de la diversité des uns et des autres. Donc voilà ce que j'ai à présenter. Merci de votre écoute et on va peut-être avoir l'occasion de revenir sur certains éléments. Je vous remercie. Merci beaucoup.